Après la Seconde Guerre mondiale, le bilan matériel de la France est lourd. Le pays doit se reconstruire, tant économiquement, politiquement que psychologiquement. Depuis 1945, les historiens tentent de reconstituer les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Les mémoires sont un ensemble de souvenirs qui permettent à un individu, une communauté, etc., de comprendre, d'expliquer et de se rappeler de son passé. L'objectif de cette vidéo est d'essayer de reconstituer l'évolution des mémoires de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est attachée à célébrer l'acte de résistance. Pendant le conflit, on pouvait distinguer d'une part les résistants gaullistes, qui soutenaient Charles de Gaulle, et d'autre part les résistants communistes. En effet, de Gaulle était considéré comme unificateur et ayant un rôle prépondérant. En d'autres mots, son rôle dans la résistance a été exagéré. Par contre, les historiens ont remarqué que le rôle des Alliés avait été plutôt minimisé. D'autre part, les communistes, donc les membres du Parti communiste français, ont montré un rôle central dans la résistance. C'est d'ailleurs le Parti communiste qui s'est fait appeler le Parti des 75 000 fusillés pour démontrer leur dévouement pour la nation et d'une autre manière montrer leur sacrifice. C'est un chiffre qui a été démenti par les historiens et qui les estime à environ 30 000. Au sortir de la guerre, la France est gouvernée par le gouvernement provisoire de la République française et est menée par De Gaulle. Il va mener ce qu'on appelle aujourd'hui le mythe résistentialiste. C'est un discours qui met en avant la résistance comme étant un mouvement qui a été d'une aide très importante dans la victoire. En réalité, quasi la population entière était inactive face au conflit. On estime seulement à 5% le taux de résistance. En revanche, on ne peut pas enlever à la résistance qu'elle a été d'une grande aide pour transmettre des informations sur l'ennemi ou encore faire des sabotages. Mais à l'échelle nationale, la population a davantage attendu la fin du conflit plutôt que résisté. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est au bord du chaos. Le régime de Vichy tente de gommer ou de minimiser la collaboration. En effet, pendant la guerre, on a pu constater qu'une épuration légale et sauvage était apparue. En réalité, elle visait les personnes ayant collaboré avec les Allemands. D'abord, elle a été mise en place par le régime de Vichy et qui a plus tard amené à environ 160 000 procès, 7 000 condamnations et 767 exécutions. Par exemple, en juillet 1945, le maréchal Pétain est jugé pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison par la Haute Cour de justice. Après avoir été emprisonné au fort du Portalet, c'est un fort en montagne dans les Pyrénées-Atlantiques, il a été envoyé au fort de la Citadelle sur l'île Dieu. De plus, l'épuration pendant le conflit a été sauvage. Les règlements de compte, les lynchages étaient plutôt communs. En d'autres mots, on se faisait justice soi-même, que ce soit en territoire occupé ou non. On peut alors remettre en cause, peut-être, l'idée d'ordre public. De plus, certaines mémoires ont été occultées volontairement. On parle de grand silence entre guillemets pour tenter d'oublier la mort de 80 000 juifs français, dont 75 000 morts dans les camps. En plus, pendant les premières années qui ont suivi la fin du conflit, les rescapés eux-mêmes ne voulaient pas en parler. Donc la constitution de la mémoire, elle était un peu difficile. De même, on ne parlait pas assez des réfugiés politiques, et notamment espagnols, qui ont aidé à la libération de Paris en août 1944 par exemple. On accorde souvent une importance capitale au général Leclerc qui commandait l'armée, mais on ne parle pas tellement de la Nueve, qui était la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, et qui était une compagnie composée de 160 hommes, dont 166 républicains espagnols. Pendant les 5 premières semaines de la guerre, ce ne sont pas moins de 90 000 soldats qui sont morts et 2 millions qui ont été emprisonnés. Pour de nombreux d'entre eux, on ne retrouvera pas leur corps, pour d'autres, il a été impossible de les identifier. En plus, les soldats eux-mêmes ne parlaient pas car la débâcle des premières semaines était pour eux une honte. De même, de nombreux jeunes travailleurs du service du travail obligatoire créé en 1943 ont été envoyés en Allemagne, se disaient déportés, et on ne leur a pas apporté gain de cause. Entre 1947 et 1969, la mémoire se bipolarise dans le contexte de la guerre froide. Les États-Unis remettent en cause le rôle des communistes dans la résistance et leur reprochent l'épuration sauvage. Quant à l'Union soviétique, les résistants étaient des pauvres qui se battaient contre un ennemi alors que les élites attendaient. En d'autres mots, c'est un nouveau discours qui se construit dans un contexte qui est tendu finalement et qui cherche à décrédibiliser l'adversaire.
En France, avec le retour de De Gaulle au pouvoir en 1958, le gouvernement nourrit la mémoire gaulliste en transférant notamment les cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964 ou en créant par exemple le Concours national de la résistance et de la déportation en 1961. À partir des années 1960, on s'interroge sur la mémoire juive et la collaboration. Le procès Eichmann est intéressant pour étudier ce propos. Eichmann était le responsable de la logistique de la solution finale, entre guillemets, utilisée par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'était enfui en Argentine, où il a été retrouvé en 1960 par des agents du Mossad. Il a ensuite été exfiltré en Israël, où il a été jugé. Ce procès a permis finalement l'émergence d'une mémoire juive. En effet, le procès a été télévisé, des déportés ont témoigné, et surtout, Eichmann a parlé. Et c'est dans ces années aussi qu'une importante vidéographie est apparue. On peut citer par exemple Le chagrin et la pitié 1971 de Marcelo Fulz, qui montre que Vichy a collaboré intentionnellement et décrit la rafle du Veldiv. Ou sinon on peut citer aussi La France de Vichy de 1973 de Robert Paxton, qui a utilisé des archives allemandes aux États-Unis et qui a su se détacher du conflit et faire de l'histoire. Dans les années 1980, on parle de négationnisme pour désigner la tendance générale au déni des faits historiques. Il minimise le rôle de l'État français dans la Shoah, et ce, même en présence de preuves. Par exemple, en 1981, François Mitterrand refuse de reconnaître la responsabilité de l'État dans la déportation. Elle est reconnue cependant en 1994 par Chirac. Depuis les années 90, on observe une diversification des mémoires. Elle se traduit par un ensemble de journées et de lieux de commémoration. La loi Guessot de 1990 institue même un début de série de lois qu'on appelle mémorielles. C'est elle qui, entre autres, a officialisé la reconnaissance du génocide arménien. Mais c'est surtout cette loi qui a été la cause de la fondation de l'association d'historiens Liberté pour l'Histoire. En fait, indirectement, les lois mémorielles limitent nos libertés. Elles ont par exemple pour but de réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, mais le problème étant qu'elles limitent la liberté de recherche des historiens. En 2005, quand l'association Liberté pour l'Histoire a été fondée, un appel a été lancé pour dénoncer ceci. Dans un État libre, il n'appartient ni au Parlement ni à l'autorité judiciaire de définir la vérité historique. En effet, imposer des restrictions par la législation figerait l'histoire.